Salut, vous connaissez cet endroit ? Chaque année, en janvier, il s'y déroule un événement majeur. Non, pas un championnat de ski alpin, mais la réunion annuelle du Forum économique mondial. Il s'agit, vous l'avez deviné, de la ville de Davos. Grands patrons et hauts responsables politiques y discutent des grands sujets de demain. Cette année, le thème principal était l'avenir du travail. Comment travaillerons-nous ? D'ailleurs, travaillerons-nous encore ? Selon une étude du Forum publiée récemment, 5 millions d'emplois pourraient être supprimés d'ici 2020. Pourquoi ? Parce que nous serons remplacés par des robots dotés d'une intelligence artificielle. En France, de plus en plus d'entrepreneurs se lancent dans la conception de robots et de systèmes numériques destinés à alléger le quotidien des consommateurs, mais qui risquent fort de coûter l'emploi d'un certain nombre de Français. Pas le mien en tout cas. Pour aider les enfants à faire leurs devoirs, rappeler à grand-maman de prendre ses médicaments et garder la maison, plus besoin de faire appel à un professeur, à une infirmière et un gardien. Un robot peut faire tout ça et plus encore. Sorte de tablette sur roulette, Buddy fonctionne comme un smartphone avec tout un éventail d'applications. Rodolphe Hasselwander le destinait à l'origine à un usage familial. Mais de plus en plus d'entreprises s'intéressent à son produit. Quand nous on a fait une campagne de crowdfunding il y a 6 mois, on s'est rendu compte qu'il y avait quasiment la moitié des gens qui achetaient, c'était pour des applications professionnelles. Et très très large parce que ça va du robot d'accueil au robot de médiation. Dans des trains, par exemple, l'IDTGV réfléchissent à utiliser Buddy sur le wagon restaurant pour qu'il puisse expliquer les menus, que les gens puissent se passer des commandes. Ou dans des banques, pendant que les gens font la queue, s'ils ont d'autres questions, un robot comme ça peut les renseigner aussi. Salut Buddy, qu'est-ce que tu sais faire ? Je sais détecter les inondations et le feu, danser, appeler la famille, jouer de la musique. Fin 2016, Buddy, l'assistant familial électronique, arrivera sur le marché. Il coûtera environ 800 €. La robotique est en plein boom en France, notamment dans le secteur médical. Les robots doivent permettre aux médecins d'établir des diagnostics plus précis et d'effectuer des visites à distance. C'est ce qu'on appelle la télémédecine. La Consult Station offre cette possibilité. 20 de ces cabines de télésanté sont actuellement utilisées en France. Dans cette agence parisienne de la sécurité sociale, on peut déjà se faire examiner sans médecin. À l'avenir, les consultations ne se feront plus que par vidéoconférence. Le médecin mènera une vraie consultation, presque comme s'il était dans son cabinet, et décidera de déclencher tel ou tel capteur qui permettra donc vraiment de quantifier l'état de santé de la personne. Et donc là, on aura accès à beaucoup plus de devices, d'objets connectés, comme le stéthoscope, comme l'électrocardiogramme, si la personne se plaint d'un problème d'arythmie cardiaque. Donc voilà, c'est vraiment une visioconsultation en cabinet, sauf que le médecin peut être à des milliers de kilomètres. Pour l'instant, la Consult Station n'est utilisée que là où on manque de praticiens. Bientôt, la pénurie de médecins dans les campagnes ne sera peut-être plus un problème. Car grâce à cette cabine de télésanté, un plus petit nombre de médecins pourra traiter un plus grand nombre de patients, et ce, dans la France entière. Chloé fait son premier examen médical sans médecin. Mal à l'aise, l'étudiante pense qu'elle mettra un certain temps à s'habituer à ces consultations robotisées. C'est les mêmes instruments que ceux que l'on peut retrouver chez le médecin en soi, c'est juste que... Bon, après je sais pas comment avec ça marche, il n'y a pas d'oreille humaine. J'ai pas vu de médecin, donc j'ai l'impression vraiment que c'est une machine robot. En médecine, on ne pourra jamais se passer complètement du travail de l'homme. En revanche, dans d'autres domaines, c'est d'ores et déjà possible. En Asie, des robots remplacent désormais des hôtesses et des serveurs. Selon Hakim El Karoui, conseiller en gestion d'entreprise, ce n'est là que le début. Jusqu'à présent, la robotisation a attaqué les cols bleus. En gros, les ouvriers dans les usines. Maintenant, il n'y a plus d'ouvriers dans les usines, il n'y a plus que des robots. La vraie nouveauté de ce qui est en train de se passer, c'est que ce ne sont plus les cols bleus, ce sont les cols blancs. Ce sont les journalistes qui vont être remplacés par des robots écrivains automatiques. Ça existe déjà. En 2014, Hakim El Karoui a mené une étude pour la société de conseil Roland Berger. Ses conclusions, les robots offriraient effectivement de nouvelles possibilités. Mais toute médaille a son revers. En France, la robotisation entraînerait la disparition de 3 millions de postes de travail,
avec des conséquences dramatiques. Aujourd'hui, les ouvriers, quand ils disent on n'a pas d'avenir, ils votent Front National. Demain, on peut avoir un parti politique qui va lutter contre les robots. C'est ça notre avenir? L'homme évincé par la machine? Le créateur de Buddy voit quant à lui le progrès technologique comme une chance et une meilleure qualité de vie. Buddy va peut-être faire des tâches qui sont pénibles ou longues ou pas les plus intéressantes, et justement pour pouvoir se concentrer, que l'humain puisse se concentrer sur des tâches soit à plus forte valeur ajoutée, soit sur vraiment le lien humain, entre humains. Le problème, c'est que ces tâches désagréables, jusque-là, étaient confiées à des personnes bien vivantes. Ces personnes-là auront bien du mal à considérer leurs nouveaux collègues comme une chance. Quels emplois resteront l'apanage des humains et lesquels seront raflés par les robots? Une foule d'études sont menées sur la question. Certaines concluent que 9 emplois sur 10 disparaîtront. D'autres affirment précisément le contraire. Après tout, même les robots ont besoin de leur dose de soins et d'entretien de la part des humains, à moins que d'autres robots ne s'en chargent. Voici la vérité nue en quelques chiffres hypothétiques. Les analystes financiers sont depuis longtemps tributaires de leur ordinateur et de leur logiciel. Cela ne les empêche pas d'être parfois totalement à côté de la plaque quand ils n'acceptent pas tout bonnement des pots de vin pour fausser leur diagnostic, s'agissant notamment d'obligations à haut risque et de solvabilité des États. La probabilité de voir cette espèce s'éteindre d'ici 20 ans est estimée à 97,9%, mais peut-être ne serait-ce pas une si grosse perte. Cela dit, le même sort pend au nez des conseillers fiscaux, des gestionnaires de crédit et des employés de banque au guichet de notre agence. 98% d'entre eux pourraient devenir superflus. Là, ce serait bel et bien une tragédie, et pas seulement pour le marché du travail. Et les manutentionnaires? On achète déjà nos CD et perceuses en ligne, mais tous ces articles sont encore stockés, empaquetés et expédiés par des personnes en chair et en os. Pourtant, ici aussi, un changement s'amorce. D'ici 20 ans, 98% des travaux de stockage et de logistique pourraient être accomplis par ces employés qui ne réclament jamais de congé. Et les arbitres? Mais oui, dans le monde du tennis, le système d'arbitrage électronique Hawkeye est déjà à l'œuvre depuis 2006 et on l'utilise maintenant aussi dans la première division de foot allemande. 6 caméras de mesure plus 2 caméras haute vitesse installées au-dessus des buts surveillent chaque match. Dès que le ballon passe la ligne de but, le système informe l'arbitre. Mais peut-être plus pour longtemps. D'ici 20 ans, ce dernier, sujet à l'erreur et à la corruption, pourrait lui aussi être supplanté par la technique. Dommage, non ? Pas vraiment rose bonbon ces pronostics. Et ce ne sont pas les pires. Il y a plus de 20 ans, 500 sommités de la scène politique, économique et scientifique du monde entier se sont réunis à San Francisco sous la houlette de Mikhaïl Gorbatchev pour parler de l'évolution du marché international du travail au cours des prochaines décennies. Ils ont alors prédit que 20% de la population active suffirait bientôt pour faire tourner l'économie mondiale. Si cette prédiction ne s'est pas encore vérifiée, nous devrions tout doucement nous faire à l'idée de devoir travailler de moins en moins. Ça sonne plutôt bien. C'est d'ailleurs l'avis des Suédois qui testent actuellement la journée de 6 heures dans le monde hospitalier, l'administration et les startups. Et il paraît qu'ils n'en sont que plus productifs encore. Non mais comment diable font-ils ? Vous arrive-t-il d'être assis à votre bureau et de penser à autre chose qu'à votre travail ? Par exemple, à tout ce que vous devez faire ce jour-là ou à ce que vous préféreriez faire. Tommy, lui, rêvait de passer plus de temps avec ses filles. Et depuis qu'il travaille pour la start-up Brot, c'est possible. Le premier jour, c'était un peu déstabilisant. Avant, quand je commençais à travailler à 9h, je terminais généralement vers 20h ou au mieux 19h. Alors quitter le bureau à 16h, ça me faisait culpabiliser. Ça semble trop beau pour être vrai. Du patron au stagiaire, tout le monde ici travaille 6 heures par jour. Tommy est de la partie depuis 6 mois. Il gagne autant que dans son emploi précédent et fait le même travail, mais ici, il est bien moins stressé. Je vais avoir le temps de faire des activités avec mes enfants. Du basket, par exemple. Avant, j'y pensais pendant mes heures de bureau. Et ça interférait avec mon travail.
Et quand je rentrais à la maison, comme j'étais en retard dans mon planning, je pensais au boulot au lieu de profiter de mon temps libre. C'est la grosse différence. Maintenant, je suis concentré sur ce que je fais, là où je suis. Rêver, bavarder avec les collègues ou encore naviguer sur le net n'est certes pas officiellement interdit au travail, mais ce n'est pas non plus très bien vu. Chez Brodt, on optimise le temps de travail et les résultats. Maria a créé son entreprise en 2012 avec sa famille en instaurant directement les journées de travail de 6 heures. Selon elle, quand on exerce un métier créatif, le stress est contre-productif. Si on a le temps de respirer, on est plus attentif quand on se met au travail, et donc plus rapide et plus efficace. Chez Brodt, on essaye de trouver des moyens de travailler moins, mais mieux. Si un travail prend beaucoup de temps et d'énergie, on tente de trouver une solution pour le rendre plus rapide et moins énergivore. Pas de journée inutilement longue et une bonne dose de confiance. Telle est la devise de Maria, qui ne peut surveiller ses collaborateurs qu'à distance. Ils sont à Stockholm et Maria travaille à 500 km. Ces journées réduites semblent porter leurs fruits, tant sur le plan économique que personnel, si bien que plusieurs entreprises et municipalités ont adopté ce modèle. On commence à comprendre que plus de travail ne signifie pas automatiquement plus de résultats. Selon une étude récente, 1% des salariés suédois travaillent plus de 50 heures hebdomadaires. Pia est coach. Elle aide ses clients à être plus efficaces, au travail comme dans la vie. La journée de 6 heures la laisse sceptique. Les Suédois étant perfectionnistes, elle pense que travailler 2 heures de moins pourrait les stresser davantage. Pour moi, travailler 6 heures par jour est contraire à un bon équilibre travail-vie privée. En Suède, on veut faire les choses parfaitement. Et pour ça, on se donne à fond jusqu'à tomber d'épuisement. C'est comme ça qu'on est éduqués. On nous apprend à être parfait partout. Mais quitte à finir plus tôt dans l'après-midi, autant en profiter au maximum. En Suède, l'hiver, la nuit tombe vite. Tommy passe ses fins d'après-midi avec ses 2 filles. Au lieu de courir après le temps comme il le faisait auparavant, il l'organise désormais avec sérénité. Maintenant, ces 2 ou 3 heures en fin de journée, quand les enfants dorment et qu'on a fait tout ce qu'on devait faire, je les savoure pleinement. J'ai recommencé à dessiner après un break de 20 ans. Ça, c'est le vrai cadeau de l'efficacité. On gagne du temps et ce temps nous permet de redécouvrir des choses qu'on avait oubliées à force d'être toujours débordés. Plus de temps libre, moins de travail. Nos exemplaires voisins ne sont pas les seuls à avoir compris que ça pouvait nettement améliorer l'équilibre personnel. Le temps partiel est en plein boom en Europe. Aux Pays-Bas, un actif sur 2 ne travaille qu'à mi-temps. En Grande-Bretagne, 1 sur 4. Sur le marché du travail germanophone aussi, les choses bougent. Le modèle en vogue est le job sharing. Il vient des États-Unis et consiste à exercer une même fonction à 2, même entre cadres dirigeants. En Suisse, le partage du travail est même encouragé par l'État. En Allemagne, ce n'est pas encore pour demain, mais il existe déjà quelques agences de recrutement pour job sharers. Comment ça fonctionne? Ces 2 garçons vont nous l'expliquer. Les lundis de Yannick Frankens commencent par le stress. Il est co-directeur des ventes dans une start-up berlinoise de recrutement, aux côtés de Steffen Welch. Quand l'un est au bureau, l'autre est libre. Chacun travaille à 75%. Lequel des 2 ira au bureau tel jour et pour combien de temps? Ils en décident chaque semaine d'un commun accord. Malgré un moindre salaire, ce tandem est pour eux le modèle parfait pour diverses raisons. Je partage mon poste parce que pour moi, c'est la solution parfaite pour pouvoir m'occuper décemment de ma famille, tout en poursuivant ma carrière et en faisant des choses passionnantes, même si je réduis mes heures. Le job sharing pour moi est largement positif. J'ai plus de temps pour mes activités. Je cuisine, je fais du sport. Et ça me laisse aussi le temps d'aller à l'université pour finir mes études. C'est ce qui me tenait à cœur.
Ensemble, Yannick et Stephen recrutent de nouveaux clients pour la plateforme Tandemploy. Ils cherchent des employeurs prêts à tenter ce nouveau modèle et les mettent en relation avec les personnes intéressées par un poste en partage. Tandemploy a déjà permis de placer 200 paires de travailleurs. Ce job sharing fonctionne mieux quand les deux partenaires se complètent en termes de compétences et de personnalité. C'est le cas de Stephen et Yannick. Stephen est plutôt optimiste et moi pessimiste. Il est du genre à foncer tête baissée, alors que moi je suis toujours en train de réfléchir. Si on réussit quelque chose, je me demande pourquoi, où est le traquenard. Mais à un moment donné, Stephen dit « Bon, assez cogité, il est temps d'agir ». Les deux collaborateurs se consultent sur tout, si bien que le téléphone de Stephen sonne souvent pendant ses temps libres. Quand son coéquipier est malade ou part en vacances, il doit se débrouiller seul et faire de plus longues journées. Tant pis pour le sport et les cours d'anglais. Mais il apprécie le travail avec Yannick, qui est plus expérimenté que lui. Yannick a beaucoup d'expérience dans le domaine des ventes. C'est un peu le senior du binôme, et moi le junior. Avant d'arriver ici, j'étais dans les achats. Dès le début, on savait que Yannick m'enseignerait beaucoup de choses, mais qu'on progresserait tous les deux en tant que tandem. 850 km plus au sud, à Zurich, on partage même des postes de direction. Swisscom, la plus grande entreprise suisse de télécommunications, emploie déjà 6 binômes en top sharing, le job sharing des cadres supérieurs. Depuis 2 ans, Sonia Eterno et Stéphanie Werner co-dirigent le service marketing. Chacune travaille à 60%. Stéphanie est 3 jours au bureau, Sonia 2, mais elle compense en travaillant une partie du temps à domicile. 1 jour par semaine, les deux femmes sont ensemble au bureau. Pour autant, elles ne se marchent pas sur les pieds. Nous nous sommes répartis les tâches en fonction de nos points forts respectifs. Je suis Miss PowerPoint et elle, Miss Excel. Pour ce qui est des valeurs que nous défendons, des objectifs que nous voulons atteindre et des moyens d'y parvenir, nous nous accordons parfaitement. Les 7 membres de leur équipe s'adressent en alternance à l'une ou à l'autre. Mais les grandes décisions stratégiques, Sonia et Stéphanie les prennent ensemble. Et quand elles se révèlent mauvaises, les deux collègues paient ensemble les pots cassés. Elles ont beau être ambitieuses, aucune n'a l'intention d'écraser l'autre pour réussir. C'est très important de partager à la fois les éloges et les reproches, et de ne pas accuser l'autre quand une erreur a été commise, ou à l'inverse, s'attribuer tout le mérite. Les dirigeants de Swisscom ont compris que le fait de quasiment doubler un poste pouvait comporter des avantages significatifs. Même si cela engendre des frais de personnel supplémentaires, Hans Werner, chef du personnel, est convaincu qu'à long terme, le jeu en vaut la chandelle. On peut avoir l'impression que cela alourdit le budget, mais ce qui le plomberait vraiment, ce serait de perdre ses employés. Du côté de Yannick et Stephen, on a aussi une situation gagnant-gagnant pour le tandem et l'entreprise, en tout cas en matière d'organisation de gestion du temps de travail. Si vous me demandez ce que je pense de ce modèle, je vous dirais que je ne voudrais plus travailler autrement. Ma foi, je dois bien admettre que je n'aurais rien contre non plus. N'y pense même pas. C'était juste une idée. D'ailleurs, ce qui serait encore plus chouette, c'est de ne pas travailler du tout, non? Vu qu'il y aura de moins en moins de travail de toute façon. La Europinion. Pour moi, c'est très important d'avoir un job. Qu'est-ce que je ferais de mon temps sinon? Je travaille dans une école maternelle et j'y prends vraiment plaisir. Je suis encore étudiante, mais quoi qu'il arrive, je travaillerai toujours. Je trouve ça vital d'être actif. Le travail joue un grand rôle dans ma vie. J'aime ce que je fais, ça a un sens pour moi, et je pense aussi qu'il est très important de se sentir utile. Si un robot fait mon travail, qu'est-ce que je fais, moi? On ne va pas me payer à rien faire. Si? Et dans ce monde, il faut de l'argent. Voilà une excellente question. Si de plus en plus d'emplois disparaissent, qui subviendra à nos besoins?
Certainement pas les systèmes sociaux que l'on connaît. Une idée formulée déjà depuis longtemps par de grands esprits est actuellement débattue dans plusieurs pays d'Europe, le revenu de base inconditionnel. Le principe est le suivant. Chaque citoyen reçoit une certaine somme de l'État, merci, sans condition de ressources ni obligation de travail, d'où le inconditionnel. Ça semble assez utopique de prime abord. Pourtant, aux Pays-Bas, une poignée d'activistes se sont mis en tête d'en faire une réalité. Chez lui, l'argent pleut tous les mois sans qu'il doive lever le petit doigt. Frans est le premier néerlandais à recevoir 1 000 € par mois de revenus de base inconditionnels. Il sert de cobaye à une expérience dont il est lui-même l'un des initiateurs. L'idée est d'observer ce qui se passe quand on met les gens à l'abri du besoin sans rien leur demander en échange. Pour cela, les fonds sont collectés par le biais du financement participatif. Lorsqu'on a rassemblé 12 000 €, on tire quelqu'un au sort et on lui verse 1 000 € par mois pendant 1 an. 500 donateurs ont financé le premier revenu de base de ce rédacteur publicitaire indépendant. Je n'ai plus besoin de travailler jusqu'à 23 h, voire minuit. Et je ne me demande plus si ce que je fais me rapporte de l'argent, mais si c'est important, si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, si c'est le sens que je veux donner à ma vie. Pour Frans, toucher ce revenu inconditionnel ne signifie pas qu'il va se mettre à paresser ou à jeter l'argent par la fenêtre. Il profite de sa nouvelle liberté financière pour consacrer plus de temps à sa propre initiative citoyenne, le jardin de la ville. Les gens s'y retrouvent pour cuisiner. Les repas ne coûtent rien, car les placards de cette cuisine collective sont remplis grâce à des dons. Frans est persuadé que la sécurité financière favorise la convivialité. Il y a trop de gens qui n'ont même pas de quoi acheter le minimum vital. C'est tout de même terrible. Je me demande pourquoi on ne se donnerait pas à tous les moyens de vivre décemment. Le jeune économiste, Sjeer Wijmakers, est lui aussi convaincu du fort potentiel du revenu de base inconditionnel. Il a collecté plus de 25 000 € via le financement participatif et des dons, afin d'assurer sa propre subsistance pendant 2 ans. Il pourra ainsi consacrer toute son énergie à convaincre davantage de Néerlandais de tester ce modèle. Les gens seront plus heureux, en meilleure santé, donc potentiellement plus productifs, plus créatifs. Ils seront enclins à faire des choses plus utiles pour la société et des choix basés sur des motivations profondes. C'est donc un système doublement favorable, pour l'individu et pour la société, car il y aura plus de travailleurs performants et ça profitera à toute l'économie et à toute la société. Un sondage révèle que la moitié des Néerlandais sont sceptiques vis-à-vis de ce revenu de base. Pour écarter les doutes, Sjeer donne des conférences dans tout le pays, comme celle-ci à l'occasion de l'anniversaire de l'initiative. De fervents défenseurs de l'idée venus de toute l'Europe, y rencontrent des citoyens curieux d'en savoir plus. La question la plus fréquente est « Comment financer ce revenu minimum pour tous ?» L'argent pourrait venir des économies qu'on ferait si par exemple on dépensait moins pour contrôler les personnes qui reçoivent des aides sociales. Ceux qui travaillent pourraient financer leur propre revenu minimum avec leurs impôts, ce qui ne signifie pas qu'ils devraient en payer plus, puisqu'ils récupéreraient indirectement leur argent à travers le revenu de base. Au fond, il s'agit surtout d'une astuce fiscale. En théorie, des modèles il y en a à foison, mais les conséquences sur le marché du travail et l'économie sont difficiles à prévoir. Pour y remédier, Sjeer s'emploie à renseigner et à mettre en relation experts, activistes et politiques, en essayant de les motiver à tenter des expériences. Avec succès, plusieurs communes se préparent à instaurer un système de revenus de base pour une centaine de bénéficiaires d'aide sociale, pour voir si cela les incite à chercher du travail ou à suivre une formation. Mais les responsables politiques s'inquiètent. Nous voulons comprendre pourquoi notre système social actuel ne fonctionne pas, un système qui repose sur des restrictions et sur la lutte contre la fraude, alors qu'un système basé sur la confiance et la liberté fonctionnerait mieux. Dans 20 communes, on se prépare activement à tenter l'expérience. La période test de Frans se termine dans 4 mois. Ses collaborateurs continuent à recueillir des dons pour en faire profiter d'autres heureux élus. Leur but, tester le modèle sur un maximum de personnes pour que leurs expériences puissent nourrir les débats.
Est-ce que le revenu de base inconditionnel s'imposera? Pour l'instant, on est peu nombreux à le croire, mais toutes les bonnes idées partent de zéro. Tandis que l'expérience néerlandaise n'en est encore qu'à ses débuts, la Suisse pourrait bien être le premier pays à introduire le revenu de base pour tous. Un référendum aura lieu en juin. Nous restons bien sûr à l'écoute et attendons impatiemment de savoir ce que vous en pensez. En toute logique, je laisse le mot de la fin au robot. Ouais, bah alors, dis quelque chose. Bon, je crois qu'il n'est pas encore tout à fait prêt à me remplacer. Salut.